Je pense encore à cette jeune fille de 20 ans que j'étais, assise dans ce café pluvieux, le cœur brisé en 1000 morceaux. Si je pouvais lui parler maintenant, je lui dirais, tu vas souffrir. Tu vas croire que tu ne survivras pas. Tu vas porter cette douleur pendant 50 ans. Mais tu survivras. Tu seras plus forte que tu ne peux l'imaginer. Et un jour, ta fille reviendra vers toi. Elle sera magnifique, accomplie, courageuse. Elle te donnera la force de te battre. Et ensemble, vous obtiendrez justice. La trahison est une blessure qui ne guérit jamais complètement. Même aujourd'hui, il y a des moments où je repense à Jean-Philippe, à cet amour que je croyais éternel, à ces promesses qu'il m'avait faites. Et la douleur est toujours là, sourde, profonde. Mais elle ne me contrôle plus. Elle fait partie de mon histoire, de qui je suis, mais elle ne me définit plus. Ce que j'ai compris au fil des années, c'est que la trahison ne détruit pas seulement le moment présent. Elle empoisonne rétrospectivement tout le passé. Tous ces moments que je croyais heureux avec Jean-Philippe, tous ces baisers, ces promesses, ces projets d'avenir, ont été contaminés par la révélation de son mensonge. Comment savoir si un seul de ses sentiments était sincère? Si une seule de ses déclarations d'amour était vraie? Le doute s'infiltre partout, transformant ce qui était lumière en ombre. Mais j'ai aussi appris quelque chose d'important grâce à Sophie. Elle m'a dit un jour, « Maman, peu importe ce que Jean-Philippe ressentait vraiment. Ce qui compte, c'est ce que toi tu as ressenti. Ton amour était réel, même si le sien était peut-être faux. Ta douleur était réelle. Tu as le droit d'honorer tes sentiments, tes expériences, sans les subordonner aux siennes. » Ces mots m'ont libéré d'un poids immense. J'avais passé 50 ans à douter de mes propres perceptions, me demandant si j'avais exagéré, si j'avais mal compris. Mais non. Mes sentiments étaient valides. Ma souffrance était légitime. Et la trahison, c'est aussi ce qu'elle fait aux innocents autour de nous. Sophie, cette petite fille qui n'avait rien demandé, a grandi sans son père biologique, avec un vide identitaire que même les meilleurs parents adoptifs ne pouvaient combler entièrement. Marc et Pauline ont eu une mère présente physiquement mais souvent absente émotionnellement, hantée par le passé. Robert a épousé une femme qui ne l'a jamais aimé passionnément parce que son cœur était resté prisonnier d'un premier amour destructeur. Les enfants de Jean-Philippe? Ils ont découvert à l'âge adulte que leur père n'était pas l'homme intègre qu'ils croyaient connaître. Que toute leur vie familiale reposait sur un mensonge. Que leur père avait abandonné une femme enceinte et une enfant. Comment se reconstruire après une telle révélation? Antoine a coupé les ponts, incapable de pardonner. Claire est en thérapie depuis 2 ans pour gérer la colère et la trahison qu'elle ressent. Sébastien essaie de maintenir un semblant de relation mais avoue que ce n'est plus jamais pareil. Quant à Elisabeth, l'épouse trompée, elle qui pensait avoir un mariage solide, respectable, elle a découvert que son mari lui avait caché un PN entier de son existence. 50 ans de vie commune réduits à néant. Elle vit maintenant seule dans leur ancienne maison de Lyon, amère, brisée. Sophie l'a contactée une fois, voulant s'excuser de l'effondrement qu'elle avait involontairement provoqué. Elisabeth a refusé de la voir. « Vous n'êtes pas responsable », a-t-elle écrit dans un court message. C'est lui. C'est toujours lui. C'est cela, la véritable portée de la trahison. Elle ne se limite pas à l'instant où elle est commise. Elle se propage comme des ondes dans l'eau, touchant tous ceux qui gravitent autour, détruisant des vies pendant des décennies. Jean-Philippe pensait peut-être, en m'abandonnant ce jour de novembre 1975, qu'il tournait simplement une page. Qu'il pouvait continuer sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais les fantômes finissent toujours par revenir. J'ai souvent réfléchi à ce qui aurait pu se passer si Jean-Philippe avait fait un choix différent ce jour-là. S'il avait eu le courage de rompre ses fiançailles avec Elisabeth, de défier sa famille, d'assumer ses responsabilités envers moi et notre enfant. Notre vie aurait-elle été heureuse? Serait-il resté avec moi par obligation plutôt que par amour, finissant par me détester? Ou aurions-nous pu construire quelque chose de vrai, élever Sophie ensemble, vieillir côte à côte? Je ne le saurai jamais. Et avec le temps, j'ai réalisé que ces questions n'avaient plus d'importance. On ne peut pas refaire le passé. On ne peut que choisir comment vivre avec. Jean-Philippe a choisi de vivre dans le mensonge, et ce mensonge l'a finalement détruit. J'ai choisi, après 50 ans, de vivre dans la vérité, et cette vérité m'a libérée. L'année dernière, Sophie m'a annoncé qu'elle était à nouveau enceinte.
Une petite fille qui naîtra en juin. Elle veut l'appeler Marguerite, comme moi. J'ai pleuré pendant 1 heure en apprenant la nouvelle. Cette petite fille qui portera mon nom, qui sera le symbole de notre réconciliation, de notre famille reconstituée malgré les épreuves. La vie continue, se renouvelle, triomphe malgré tout. J'ai aussi renoué avec certaines de mes anciennes élèves grâce au livre. L'une d'elles, Isabelle, m'a écrit une longue lettre. Elle se souvenait de moi comme d'une professeure toujours à l'écoute, toujours prête à consoler les cœurs brisés. Elle me racontait que j'avais été là pour elle quand son premier petit ami l'avait quittée en terminale. Que mes mots l'avaient aidée à surmonter cette épreuve. Maintenant je comprends pourquoi vous saviez exactement quoi dire, écrivait-elle. Vous aviez vécu pire. Vous compreniez vraiment. C'est peut-être le sens que j'ai réussi à donner à cette terrible histoire. Ma souffrance n'a pas été vaine si elle m'a permis d'aider les autres. Si elle a fait de moi une personne plus empathique, plus compréhensive, plus humaine. Toutes ces jeunes filles que j'ai consolées pendant mes années d'enseignement, tous ces élèves en difficulté que j'ai accompagnés, c'était ma façon de transformer le mal que j'avais subi en quelque chose de positif. Sophie fait la même chose dans son travail d'avocate. Elle défend des femmes victimes de violences conjugales, des mères qui se battent pour la garde de leurs enfants, des femmes abandonnées par leurs compagnons. Elle transforme sa propre histoire d'enfant abandonné en un combat pour la justice. Chaque fois que j'obtiens une pension alimentaire pour une mère célibataire, m'a-t-elle dit un jour, je pense à toi, à ce que Jean-Philippe ne t'a jamais donné. Je me bats pour toutes les Marguerites qui n'ont pas eu justice. Il y a quelques mois, j'ai reçu une invitation étrange. Une association qui aide les mères ayant abandonné leurs enfants m'a demandé de venir témoigner lors d'une conférence à Paris. L'idée me terrifiait. Parler devant des centaines de personnes de la partie la plus douloureuse de ma vie ? Mais Sophie m'a encouragée. Tu as quelque chose d'important à dire, maman. Ta voix compte. J'ai accepté. Le jour de la conférence, j'étais morte de peur. La salle était pleine, plusieurs centaines de femmes de tous âges. Certaines très âgées comme moi, d'autres plus jeunes. Toutes avaient en commun d'avoir abandonné un enfant, forcé par les circonstances, la pauvreté, la pression sociale. Toutes vivaient avec cette culpabilité dévorante. Quand je suis montée sur scène et que j'ai commencé à raconter mon histoire, ma voix tremblait. Mais en voyant tous ces visages qui m'écoutaient, ces femmes qui hochaient la tête en signe de compréhension, qui pleuraient avec moi, j'ai trouvé ma force. J'ai parlé pendant 1 heure. De Jean-Philippe, de la trahison, de l'abandon forcé de Sophie, des 50 ans de douleur silencieuse, et finalement, des retrouvailles et de la justice obtenue. À la fin de mon témoignage, la salle entière s'est levée pour m'applaudir. Des femmes pleuraient ouvertement. Plusieurs sont venues me voir après, me serrant dans leurs bras, me remerciant d'avoir mis des mots sur leur propre souffrance. Une femme d'environ 80 ans m'a pris les mains en tremblant. J'ai abandonné mon fils en 1958, a-t-elle murmuré. J'avais 16 ans. Pendant 65 ans, je n'en ai parlé à personne. Même pas à mon mari, même pas à mes autres enfants. Grâce à vous, je vais enfin en parler. Je vais chercher mon fils. Il n'est jamais trop tard. Ces moments-là me rappellent pourquoi il était si important de parler, de briser le silence. Combien de femmes vivent encore avec ces secrets qui les rongent ? Combien d'enfants grandissent sans connaître leurs origines ? Combien de familles sont brisées par des mensonges vieux de décennies ? La vérité fait mal, certes. Mais le mensonge fait encore plus mal à long terme. Jean-Philippe vit maintenant avec les conséquences de son mensonge. D'après Sophie qui le voit occasionnellement, il est rongé par les remords. Il a perdu sa femme, ses enfants ne lui parlent presque plus, sa carrière est détruite, sa réputation ruinée. Il vit seul dans son petit appartement, sans la vie sociale brillante qu'il avait autrefois. Est-ce que je ressens de la satisfaction à le savoir ainsi ? Non. Étrangement, non. Je ressens plutôt une sorte de tristesse pour toutes ces vies gâchées, pour tout ce temps perdu. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si Sophie ne m'avait jamais retrouvée. Si les lois n'avaient pas changé, si elle n'avait pas eu accès à son dossier. Jean-Philippe aurait pris sa retraite paisiblement, aurait coulé des jours heureux avec Elisabeth, aurait profité de ses petits-enfants. Moi, j'aurais continué à vivre avec mon secret, en portant Sophie dans ma tombe. Personne n'aurait jamais su. Aurait-ce été mieux ainsi ?
Pour qui, non, je ne le crois pas. La vérité devait éclater. Pour Sophie qui avait le droit de connaître ses origines. Pour moi qui avais le droit de dire ma souffrance. Pour toutes les autres femmes qui méritaient de savoir qu'elles n'étaient pas seules. Et même, d'une certaine manière, pour Jean-Philippe qui vivait prisonnier de son mensonge depuis 50 à ns. Il y a une citation de Victor Hugo que j'ai toujours aimée et qui prend tout son sens dans cette histoire. La première égalité, c'est l'équité. Jean-Philippe n'a jamais été équitable avec moi. Il m'a utilisé, puis jeté. Il a fait passer ses ambitions, son statut social, sa carrière avant mon bonheur et celui de notre enfant. Pendant 50 ans, il a vécu sans payer le prix de ses actes. Mais ce jour au tribunal, l'équité a enfin été rétablie. Pas une équité parfaite, certes. Rien ne peut effacer 50 ans. Mais une équité symbolique, importante. J'enseigne maintenant bénévolement dans une association qui aide les jeunes filles en difficulté. Des adolescentes enceintes, des victimes de violences, des jeunes femmes trahies par leurs compagnons. Je leur raconte mon histoire, pas pour les apitoyer sur mon sort, mais pour leur montrer qu'on peut survivre. Qu'on peut se reconstruire. Qu'il y a une vie après la trahison, après l'abandon, après la douleur la plus atroce. Une de ces jeunes filles, Amandine, 17 ans, enceinte de 5 mois, abandonnée par son petit ami, m'a dit récemment, « Madame Marguerite, si vous avez survécu à tout ça, je peux survivre à ça aussi. » Elle a décidé de garder son bébé. Ses parents la soutiennent maintenant, après l'avoir d'abord rejeté. Elle finira son lycée, elle ira à l'université, elle construira sa vie. Et son bébé grandira avec sa mère, ne connaîtra jamais le vide que Sophie a connu pendant 35 ans. C'est ça, ma revanche finale. Non pas la chute de Jean-Philippe, non pas sa solitude actuelle, non pas sa réputation détruite. Mais toutes ces jeunes filles que j'aide, tous ces bébés qui grandiront avec leur mère, toutes ces familles qui se reconstruisent dans la vérité plutôt que dans le mensonge. Chaque fois que je peux empêcher une autre Sophie de vivre ce qu'elle a vécu, chaque fois que je peux aider une autre Marguerite à se battre, je gagne un peu plus. L'hiver dernier, j'ai reçu une dernière lettre de Jean-Philippe. Pas à travers Sophie cette fois, mais directement. Une longue lettre manuscrite où il me demandait pardon encore et encore. Il écrivait qu'il comprenait si je ne voulais jamais lui pardonner, mais qu'il devait au moins essayer. Qu'il vivait dans le regret chaque jour. Que s'il pouvait revenir en arrière, il ferait tout différemment. Qu'il m'avait vraiment aimé autrefois, que ce n'était pas un mensonge, mais qu'il avait été trop faible pour résister aux pressions de sa famille. J'ai lu cette lettre plusieurs fois. J'ai essayé de ressentir quelque chose, n'importe quoi. Colère, pitié, satisfaction. Mais il n'y avait rien. Juste une indifférence profonde, presque paisible. Cet homme appartenait à un passé si lointain qu'il semblait irréel. La jeune fille de 20 ans qu'il avait aimée était morte depuis longtemps. À sa place se tenait une femme de 71 ans qui avait traversé des épreuves terribles et en était sortie plus forte. Je n'ai pas répondu à sa lettre. Pas par cruauté, mais parce que je n'avais rien à lui dire. Le pardon ? Peut-être qu'avec le temps, je finirai par le lui accorder. Ou peut-être pas. Mais ce n'est plus important. Ce qui compte, c'est que j'ai retrouvé ma fille, que j'ai une famille unie, que je peux enfin vivre dans la vérité. Sophie m'a demandé récemment si je regrettais d'être allée au tribunal ce jour-là. Si, avec le recul, je n'aurais pas préféré régler ça en privé, éviter le scandale public. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Puis j'ai dit, non. Pas une seconde. Jean-Philippe a fui toute sa vie. Le confronter publiquement était la seule façon de l'empêcher de fuir encore. Et puis, notre histoire ne devait pas rester secrète. Elle devait être racontée pour toutes les femmes qui ont vécu la même chose. Nous sommes maintenant en mars 2026. 50 ans exactement depuis la naissance de Sophie. Ce week-end, nous organisons une grande fête dans ma maison d'Uzès pour célébrer cet anniversaire particulier. Toute la famille sera là, Sophie avec Thomas et Maxime, Marc avec sa famille, Pauline avec ses fils. Même Sébastien, le fils de Jean-Philippe, a accepté de venir avec sa femme et leurs enfants. C'est un pas important pour lui, une façon de reconnaître Sophie comme sa sœur, de construire quelque chose de nouveau malgré le passé douloureux. J'ai préparé un grand repas, tous les plats préférés de Sophie. Nous mangerons dans le jardin si le temps le permet.
Les enfants joueront sous les cerisiers en fleurs. Nous lèverons nos verres à la famille, à la vérité, à l'amour qui triomphe malgré tout. Et je regarderai tous ces visages que j'aime, ces gens qui forment ma vie, et je saurai que j'ai gagné point ce soir, en écrivant ces dernières lignes de mon témoignage, je regarde par la fenêtre le soleil se coucher sur les collines d'Uzès. Le ciel est embrasé d'orange et de rose. C'est magnifique. J'entends les oiseaux chanter dans les arbres de mon jardin. Le parfum de la lavande monte jusqu'à ma fenêtre. Et je me sens en paix. Et la trahison de Jean-Philippe a marqué ma vie à jamais. Elle a façonné qui je suis devenue. Elle m'a brisée, puis elle m'a forcée à me reconstruire plus forte. Si je pouvais effacer cette partie de mon histoire, est-ce que je le ferais? Je ne sais pas. Car effacer la douleur signifierait aussi effacer tout ce que j'ai appris, toutes les personnes que j'ai aidées, la force que j'ai développée. Ce que je sais avec certitude, c'est que je ne suis plus cette jeune fille terrifiée, abandonnée, brisée. Je suis Marguerite Leblanc, 71 ans, mère de 3 enfants, grand-mère de 7 petits-enfants, professeure retraitée, auteure, militante pour les droits des femmes. Je suis une survivante. Je suis une combattante. Je suis une femme qui a refusé de laisser une trahison la définir. Quand je ferme les yeux, je ne vois plus le visage terrifié de Jean-Philippe ce jour au tribunal. Je vois le sourire de Sophie, les rires de mes petits-enfants, le printemps qui renaît chaque année dans mon jardin. Je vois la vie qui continue, qui triomphe, qui guérit même les blessures les plus profondes. Et ma petite fille Marguerite naîtra bientôt. Sophie m'a demandé d'être présente à l'accouchement si je le souhaite. Bien sûr que je le souhaite. Je serai là pour voir naître cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre de notre histoire familiale. Et peut-être que je lui raconterai un jour, quand elle sera assez grande, l'histoire de son arrière-grand-mère. Comment elle a aimé, comment elle a souffert, comment elle a perdu, comment elle a retrouvé, comment elle s'est battue. Je lui dirai que la vie n'est pas un conte de fées. Que l'amour peut trahir, que les gens peuvent mentir, que la douleur peut sembler insurmontable. Mais je lui dirai aussi qu'on peut survivre. Qu'on peut se reconstruire. Qu'il n'est jamais trop tard pour réclamer sa vérité, pour se battre pour la justice, pour refuser le silence imposé. Et je lui dirai la chose la plus importante que j'ai apprise en 71 ans de vie, les traîtres peuvent nous blesser, nous briser même. Mais ils ne peuvent pas nous détruire complètement. Pas si nous refusons de leur donner ce pouvoir. Pas si nous choisissons de nous relever, encore et encore, jusqu'à ce que nous soyons de nouveau debout, la tête haute, regardant l'avenir avec espoir. C'est mon histoire. L'histoire d'une trahison, d'un abandon, d'un silence de 50 ans, puis d'une confrontation, d'une vérité révélée, d'une justice obtenue. L'histoire d'une femme ordinaire qui a vécu des choses extraordinaires et qui a choisi, finalement, de ne pas se laisser vaincre. Quand je suis entrée dans ce tribunal, le juge a sursauté et a dit « Que faites-vous ici ?» Ma présence seule était une menace, le retour d'un passé qu'il croyait enterré. Mais j'étais là pour dire ma vérité. Pour réclamer ma place dans l'histoire. Pour montrer que les fantômes finissent toujours par revenir, que les secrets finissent toujours par éclater, que la justice, même tardive, a toujours sa place. Et maintenant, à 71 ans, je peux regarder en arrière sans regret. J'ai vécu pleinement, j'ai aimé profondément, j'ai souffert intensément, et j'ai survécu glorieusement. Ma vie n'a pas été celle dont je rêvais à 20 ans. Elle a été infiniment plus difficile, mais aussi, d'une certaine manière, infiniment plus riche. Demain, le soleil se lèvera à nouveau sur ma maison d'Uzès. Sophie appellera peut-être pour me dire bonjour. Mes petits-enfants viendront peut-être me rendre visite. Je travaillerai sur mon prochain livre, j'irai à mon cours de yoga, je passerai du temps dans mon jardin. La vie continuera, belle et ordinaire, comme elle se doit. Quelque part à Aix-en-Provence, Jean-Philippe se réveillera dans son petit appartement vide. Il regardera peut-être par la fenêtre en pensant à toutes ces années perdues, à toutes ces vies qu'il a gâchées par sa lâcheté. Il vivra un jour de plus avec ses regrets, ses remords, son passé qui le hante. Mais moi, je vivrai libre. Libre du secret qui m'étouffait. Libre de la honte qui me paralysait. Libre de dire mon histoire à qui veut l'entendre. Libre d'aimer ma famille sans restriction. Libre d'être pleinement moi-même. C'est ça, ma vraie victoire. Non pas sa déchéance, mais ma liberté. Non pas sa punition, mais ma paix.
Non pas sa solitude, mais mon bonheur entouré de ceux que j'aime. La trahison ne m'a pas détruite. Elle m'a transformée. Et finalement, 50 ans plus tard, c'est moi qui ai gagné. Les jours précédant notre confrontation avec Jean-Philippe ont été les plus angoissants de ma vie. Je ne dormais presque plus, me réveillant en sueur au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade. Je répétais dans ma tête ce que je lui dirais, mais les mots se mélangeaient, s'embrouillaient. J'oscillais constamment entre la détermination et la terreur absolue. Plusieurs fois, j'ai failli appeler Sophie pour annuler, pour lui dire que je ne pouvais pas, que c'était trop difficile. Mais quelque chose me retenait. Une petite voix en moi disait que c'était maintenant ou jamais. J'ai prévenu Marc et Pauline. Je leur ai tout raconté. L'existence de Sophie, Jean-Philippe, l'abandon, 50 ans de secret. Leur réaction m'a surprise et émue. Ils n'ont pas été choqués ou dégoûtés comme je le craignais. Marc m'a serré dans ses bras et m'a dit « Maman, tu as survécu à quelque chose d'horrible. Tu n'as pas à avoir honte. » Pauline, avec son pragmatisme de médecin, a ajouté « Cet homme doit assumer ses responsabilités. Tu fais bien d'y aller. » Ils ont insisté pour m'accompagner à Lyon, mais Sophie et moi avons refusé. C'était notre combat, à nous deux. Les filles abandonnées face à l'homme qui les avait rejetées. Sophie est venue me chercher la veille. Nous avons pris le train ensemble jusqu'à Lyon. Dans le wagon, elle a passé son bras autour de mes épaules et m'a raconté des anecdotes de son enfance, essayant de me détendre. Elle me parlait de ses parents adoptifs avec tant d'amour que j'en étais émue aux larmes. Paul et Martine savaient ce que nous nous apprêtions à faire. Ils soutenaient Sophie complètement. Martine lui avait même dit « Tu as le droit de connaître ton père biologique, même si c'est pour lui dire ses 4 vérités. » Nous avons dormi dans un petit hôtel près du tribunal. Je n'ai pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. À 5 heures du matin, j'ai renoncé à essayer de dormir et je me suis levée. J'ai pris une douche interminable, laissant l'eau chaude couler sur mon corps comme pour me purifier. J'ai mis ma plus belle robe, un tailleur bleu marine que Pauline m'avait offert pour mon anniversaire. Je voulais avoir l'air digne, respectable. Je voulais que Jean-Philippe voie que j'avais survécu, que j'étais devenue quelqu'un malgré ce qu'il m'avait fait. Sophie était déjà debout elle aussi quand je suis sortie de la salle de bain. Elle portait un tailleur pantalon noir impeccable, ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon serré. Elle avait l'air d'une avocate allant plaider une affaire capitale. Ce qui, d'une certaine manière, était exactement le cas. Elle m'a regardée et a souri. « Tu es magnifique, maman. Il va voir ce qu'il a perdu. » Nous avons pris un petit déjeuner que nous avons à peine touché. Le café avait un goût de carton. Les croissants restaient coincés dans ma gorge. À 9 heures, nous avons quitté l'hôtel et marché jusqu'au tribunal. C'était une matinée glaciale de février. Le ciel était d'un gris métallique. Une fine bruine tombait, transformant les trottoirs en miroirs glissants. Mes mains tremblaient tellement que Sophie a dû me prendre le bras pour me soutenir. Le palais de justice de Lyon se dressait devant nous, imposant et intimidant. Ses colonnes néoclassiques, sa façade austère, tout dans son architecture semblait conçu pour rappeler la majesté et la sévérité de la loi. Des gens entraient et sortaient constamment, des avocats en robe noire serrant des dossiers contre leur poitrine, des justiciables l'air anxieux, des policiers en uniforme. Nous nous sommes arrêtés devant l'entrée. Sophie m'a regardée dans les yeux. « Tu es prête ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Souviens-toi pourquoi nous sommes là. Pour la vérité. Pour la justice. Pour toutes les femmes qui n'ont jamais eu leur voix. » J'ai respiré profondément et nous sommes entrés. Le contrôle de sécurité, les longs couloirs de marbre, les portes en bois massif avec des plaques dorées. Tout passait devant mes yeux comme dans un rêve. Ou plutôt un cauchemar. Sophie a consulté le planning affiché sur un tableau. Salle 204, 2e étage. L'audience commence dans 10 minutes. Nous avons pris l'escalier lentement. Chaque marche me semblait plus haute que la précédente. À chaque étage, j'avais envie de faire demi-tour, de fuir. Mais Sophie me tenait fermement par le bras, m'entraînant en avant. Nous sommes arrivés devant la salle 204. Une plaque indiquait « Audience publique, juge Jean-Philippe Durand ». Mon cœur s'est arrêté en voyant son nom gravé là. Il était de l'autre côté de cette porte.
L'homme qui avait détruit ma vie. L'homme que je n'avais pas vu depuis 50 ans. L'homme qui était le père de Sophie et qui ne le savait même pas. Sophie a serré ma main. On y va. Elle a poussé la lourde porte. C'est là que tout s'est passé comme je vous l'ai raconté au début. Le silence qui s'est abattu sur la salle. Tous les regards tournés vers nous. Et Jean-Philippe, levant les yeux de son dossier, nous voyant entrer. Son visage devenant livide. Ses yeux s'écarquillant de terreur. Se levant brusquement, renversant presque son verre d'eau. Et ce cri, « Que faites-vous ici ?» Dans ce cri, j'ai entendu 50 ans de culpabilité enfouie. 50 ans de secret. La terreur de voir son passé surgir devant lui au moment où il s'y attendait le moins. J'ai avancé lentement vers lui, Sophie à mes côtés. Mes jambes tremblaient mais je refusais de montrer la moindre faiblesse. Tous les regards étaient rivés sur nous. Les 2 avocats présents pour l'affaire de divorce avaient cessé de parler et nous fixaient, bouche bée. Le greffier avait les doigts suspendus au-dessus de son clavier. Les quelques spectateurs, probablement des proches des parties en cause, nous observaient avec une curiosité intense. Jean-Philippe s'est ressaisi, essayant de reprendre son masque professionnel. Il a pris son marteau et a dit d'une voix mal assurée, qui tremblait légèrement, « Madame, cette salle est réservée aux parties concernées par l'affaire en cours. Je vous demande de sortir immédiatement. » Mais ses yeux le trahissaient. Il m'avait reconnu. Malgré les décennies, malgré les rides, malgré les cheveux grisonnants. Il savait exactement qui j'étais. Sophie a parlé avant que j'aie pu ouvrir la bouche. Sa voix était claire, forte, sans la moindre hésitation. « Monsieur le juge Jean-Philippe Durand, je suis maître Sophie Moreau, avocate au barreau de Paris. Et voici Marguerite Leblanc, ma mère biologique. Nous sommes venus aujourd'hui pour que vous reconnaissiez officiellement que vous êtes mon père. » Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Tous les visages s'étaient tournés vers Jean-Philippe, attendant sa réaction. Un murmure étouffé a parcouru l'assistance. L'un des avocats a lâché son stylo qui est tombé bruyamment sur le parquet. Le greffier était figé, les yeux écarquillés. Jean-Philippe est devenu encore plus pâle, si c'était possible. Ses lèvres tremblaient. Il a balbutié, cherchant ses mots, « c'est absurde. C'est une accusation ridicule. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas cette femme. » Mais sa voix manquait totalement de conviction. Il mentait et tout le monde dans la salle pouvait le sentir. Sophie a sorti une enveloppe de son sac en cuir et la brandit bien haut pour que tout le monde puisse la voir. J'ai ici les résultats d'un test ADN que j'ai fait faire à partir d'un verre que vous avez utilisé lors d'un colloque sur la justice familiale à Paris le mois dernier. Le test confirme à 99,9% que vous êtes mon père biologique. Elle a fait une pause, laissant l'information pénétrer. Ces résultats peuvent être vérifiés par n'importe quel laboratoire indépendant. La science ne ment pas, monsieur le juge. Jean-Philippe ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Son visage était passé du blanc au rouge, puis de nouveau au blanc. Ses mains agrippaient le bord de son bureau comme pour ne pas s'effondrer. Il a jeté des regards désespérés autour de lui, cherchant une issue, un moyen d'échapper à cette situation. Mais il n'y en avait pas. Nous l'avions coincé. Sophie a continué, implacable, sa voix d'avocate résonnant dans la salle silencieuse. Vous avez abandonné ma mère enceinte en novembre 1975. Elle avait 20 ans. Vous en aviez 22. Vous lui aviez promis le mariage, une vie ensemble. Vous lui avez fait croire que vous l'aimiez. Puis, quand elle vous a annoncé qu'elle était enceinte, vous lui avez révélé que vous étiez secrètement fiancé à Élisabeth de Montfort depuis 6 mois. Vous lui avez dit, et je cite, « Arrange-toi. Il y a des solutions. Je ne peux rien faire pour toi. » Puis vous l'avez menacé de nier tout si elle essayait de vous contacter. Vous l'avez abandonnée, seule, terrifiée, sans ressources. À cause de vous, elle a été forcée d'abandonner son enfant. Moi. Votre fille. Chaque mot tombait comme un coup de marteau dans le silence de la salle. Je regardais Jean-Philippe s'effondrer progressivement. Toute son arrogance, toute sa dignité de juge respecté s'évanouissait. Des larmes commençaient à couler sur ses joues. Il a murmuré, presque inaudible, « Je suis désolé. Mon Dieu,
Je suis tellement désolée. Mais Sophie n'avait pas terminé. Désolée? Vous êtes désolé? 50 ans, monsieur le juge. 50 ans que ma mère vit avec cette douleur. 50 ans qu'elle se demande où je suis, si je vais bien, si je pense à elle. 50 ans de culpabilité pour un abandon qu'on l'a forcée à commettre à cause de votre lâcheté. Et pendant ce temps, vous avez construit votre belle vie. Vous êtes devenu juge. Vous rendez la justice. Vous condamnez les gens qui ne respectent pas leurs obligations. Quelle ironie! Le juge qui juge les autres n'a jamais assumé ses propres responsabilités. C'est alors que j'ai trouvé ma voix. J'ai avancé d'un pas et j'ai parlé, ma voix tremblant d'émotion mais claire. Jean-Philippe, pendant 50 ans, j'ai gardé le silence. J'ai vécu avec cette douleur, cette honte, ce sentiment d'avoir été jeté comme un déchet. J'ai épousé un autre homme mais je ne l'ai jamais vraiment aimé parce que tu avais brisé quelque chose en moi. J'ai eu d'autres enfants mais il y avait toujours ce vide, cette petite fille manquante. Chaque nuit, je me réveillais en pensant à elle, me demandant si elle était heureuse, si elle me détestait de l'avoir abandonnée. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues mais je m'en fichais. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches une chose. Tu n'as pas seulement détruit ma vie. Tu as privé cette femme extraordinaire, ta fille, de connaître son père biologique pendant 35 ans. Tu as privé tes 3 autres enfants de connaître leur sœur. Tu as construit toute ta vie sur un mensonge. Et ce mensonge va te rattraper maintenant. Parce que nous ne nous tairons plus. Parce que nous avons le droit de dire la vérité. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour réclamer justice. Jean-Philippe s'est complètement effondré sur son siège. Ses épaules étaient secouées de sanglots. Il a murmuré, la voix brisée, « Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Si je pouvais revenir en arrière. J'étais jeune, j'étais lâche, j'avais peur de décevoir ma famille. Mais ce n'est pas une excuse. Rien ne peut excuser ce que j'ai fait. Je vous ai détruites toutes les deux. Je le sais. Et j'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour de ma vie. Vraiment, a répliqué Sophie avec un sourire froid. Vous avez vécu avec la culpabilité? Alors pourquoi n'avez-vous jamais essayé de nous retrouver? Pourquoi n'avez-vous jamais cherché à savoir ce qu'était devenue Marguerite, ce qu'était devenue votre fille? Vous auriez pu. Mais vous avez choisi de nous oublier, de nous effacer de votre mémoire parce que c'était plus confortable. Elle a déposé l'enveloppe contenant les résultats du test ADN sur le bureau du juge avec un geste sec. Nous n'attendons rien de vous financièrement. Je ne veux pas de votre argent. J'ai eu des parents merveilleux qui m'ont tout donné. Mais nous voulons que vous reconnaissiez officiellement votre paternité. Que vous assumiez enfin vos actes. Et que vous expliquiez à votre femme et à vos enfants ce que vous avez fait. Plus de mensonges. Plus de secrets. La vérité. Jean-Philippe a hoché la tête faiblement, vaincu. Je le ferai. Je vous promets que je le ferai. Je vais tout dire à Elisabeth, aux enfants. Je vais reconnaître ma paternité. Je vais. Il s'est interrompu, cherchant ses mots. Pouvez-vous me pardonner un jour? Sophie l'a regardé longuement. Le pardon? Ce n'est pas à moi de décider. C'est à ma mère. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai regardé Jean-Philippe, cet homme qui avait été tout pour moi autrefois, qui était maintenant un vieil homme brisé pleurant sur son bureau. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne ressentais plus rien pour lui. Ni amour, ni haine, ni même colère. Juste une indifférence profonde. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Jean-Philippe, ai-je dit calmement. 50 ans, c'est long pour porter une blessure. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai plus besoin de ton pardon pour vivre. J'ai retrouvé ma fille. Elle est extraordinaire, elle a réussi sa vie malgré ton abandon. Et ça, c'est notre victoire. La tienne, c'est d'avoir vécu dans le mensonge pendant toutes ces années. De vivre maintenant avec les conséquences. Sophie a pris mon bras. Nous avons dit ce que nous avions à dire. Nous partons maintenant. Vous recevrez des papiers officiels pour la reconnaissance de paternité. J'attends que vous les signiez rapidement. Elle s'est tournée vers l'assistance médusée.
Mesdames et messieurs, je m'excuse d'avoir interrompu l'audience. Mais parfois, la justice doit être rendue même en dehors des procédures officielles. Surtout quand ceux qui sont censés représenter la justice n'ont pas respecté leurs propres obligations. Nous sommes sortis de la salle d'audience sous les regards ébahis de tous les présents. Dans le couloir, mes jambes ont failli me lâcher. Toute l'adrénaline qui m'avait soutenue pendant la confrontation s'évaporait d'un coup. Sophie m'a rattrapée et serré fort dans ses bras. « C'est fini, maman. Tu as été incroyable. Tu es libre maintenant. » Et c'était vrai. Pour la première fois depuis 50 ans, je sentais un poids immense se soulever de mes épaules. La honte, la culpabilité, la peur, tout cela s'évanouissait. J'avais affronté mon démon. J'avais dit ma vérité. J'étais libre. Nous sommes sortis du tribunal main dans la main. Dehors, la bruine avait cessé. Un pâle rayon de soleil perçait les nuages gris. Symbolique, peut-être, mais je voulais y croire. Un nouveau chapitre commençait. Les jours suivants ont été intenses. L'histoire a fait du bruit, beaucoup de bruit. Un journaliste présent dans la salle pour couvrir l'affaire de divorce avait assisté à toute la scène. L'article est paru le lendemain dans le journal local, un juge lyonnais confronté à son passé, la fille qu'il avait abandonnée. L'affaire a été reprise par les médias nationaux. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains soutenaient notre démarche, applaudissant notre courage. D'autres critiquaient notre méthode, disant que nous aurions dû régler cela en privé, que nous avions humilié publiquement un homme respectable. Mais nous savions que nous avions fait ce qui était juste. Jean-Philippe avait fui toute responsabilité pendant 50 ans. Le confronter en privé n'aurait servi à rien. Il aurait continué à nier, à éviter, à mentir. Il fallait le faire publiquement, le forcer à assumer devant témoins. Jean-Philippe a dû démissionner de ses fonctions quelques semaines plus tard. La pression était trop forte. Comment un juge pouvait-il rendre la justice alors qu'il avait lui-même fui ses responsabilités les plus fondamentales ? Le Conseil supérieur de la magistrature a ouvert une enquête sur sa conduite. Son mariage avec Elisabeth a volé en éclats. D'après ce que Sophie a appris par ses recherches, Elisabeth a demandé le divorce immédiatement après avoir découvert la vérité. Elle se sentait trahie, humiliée. 50 ans de mariage réduits à néant par un mensonge. Ses 3 enfants, Antoine, Claire et Sébastien, ont réagi différemment. Antoine, l'aîné, a complètement coupé les ponts avec son père. Il était furieux d'avoir été trompé pendant toute sa vie. Claire, plus conciliante, a essayé de maintenir le contact tout en étant profondément blessée. Sébastien, le plus jeune, était partagé entre la colère et la pitié pour son père déchu. Sophie a tenté de contacter ses demi-frères et sa demi-sœur. Elle voulait leur dire qu'elle ne cherchait pas à détruire leur famille, qu'elle voulait simplement connaître la vérité sur ses origines. Antoine a refusé tout contact. Claire a accepté de la rencontrer une fois, une conversation tendue dans un café parisien où elles ont tenté de naviguer dans cette situation impossible. Sébastien s'est montré le plus ouvert, curieux de connaître cette sœur qu'il n'avait jamais su avoir. Quant à moi, ma vie a changé du tout au tout. Le secret qui m'avait étouffé pendant 50 ans était enfin révélé. Marc et Pauline ont accueilli Sophie dans notre famille avec une générosité qui m'a émue aux larmes. Mes 4 petits-enfants ont soudain découvert qu'ils avaient une tante et un cousin dont ils ne connaissaient pas l'existence. Les premiers repas de famille ont été étranges, tout le monde marchant sur des œufs, ne sachant pas vraiment comment se comporter. Mais progressivement, les liens se sont tissés. Sophie venait régulièrement me voir à Uzès avec son mari Thomas et leur fils Maxime. Ce petit garçon de 3 ans, mon petit-fils, me remplissait d'une joie immense chaque fois que je le voyais. Il avait les yeux noirs des Durand mais le sourire de Sophie, mon sourire. Il m'appelait Mamie Margot comme les autres et grimpait sur mes genoux pour que je lui lise des histoires. 1 an après la confrontation au tribunal, Sophie a organisé une grande fête dans sa maison de Paris. Elle a invité toute ma famille, Marc avec Céline et leurs enfants Hugo et Léa, Pauline avec ses fils Jules et Nathan, et bien sûr moi. C'était l'anniversaire de Maxime qui fêtait ses 4 ans, mais c'était aussi une célébration de notre famille réunie, reconstituée malgré les années perdues. Dans le jardin ensoleillé, entouré de tous ces visages que j'aimais, j'ai regardé Sophie souffler les bougies avec Maxime. Elle riait, heureuse, entourée de son mari et de toute cette famille élargie. Et j'ai réalisé que nous avions gagné.
Non pas contre Jean-Philippe, sa déchéance ne m'apportait aucune joie. Mais nous avions gagné contre le silence, contre la honte, contre tous ces secrets qui empoisonnent les vies. Marc est venu s'asseoir à côté de moi sur le banc du jardin. Il a passé son bras autour de mes épaules. Ça va, maman? J'ai hoché la tête, incapable de parler tant l'émotion m'étreignait. Tu sais, a-t-il continué, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose. Une tristesse en toi que je ne comprenais pas. Maintenant je comprends. Et je suis tellement fière de toi d'avoir eu le courage de tout révéler, de te battre. Pauline nous a rejoints, apportant des verres de limonade maison. Sophie est formidable, maman. Je suis contente de l'avoir comme sœur, même si nous avons perdu tant d'années. Elle a souri. Et Maxime est adorable. Il ressemble tellement à Marc au même âge, tu ne trouves pas? C'était vrai. Malgré les générations et les séparations, les gènes familiaux persistaient. Le soir, quand la fête s'est terminée et que tout le monde est rentré chez soi, Sophie et moi sommes restés seuls dans la cuisine à ranger. Elle lavait la vaisselle, je séchais. Un moment de calme après l'excitation de la journée. Maman, a-t-elle dit doucement, je voulais te dire quelque chose. J'ai reçu une lettre de Jean-Philippe la semaine dernière. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il voulait? Sophie a soupiré. Il demande à me voir. Il dit qu'il a tout perdu, que sa vie est détruite, qu'il veut au moins essayer de me connaître, de rattraper le temps perdu. Il dit qu'il comprend si je refuse, mais qu'il devait au moins demander. Et tu vas accepter, ai-je demandé, essayant de garder une voix neutre. Sophie s'est tournée vers moi, le torchon à la main. Je ne sais pas. Une partie de moi est encore tellement en colère contre lui. Mais une autre partie se dit que c'est un vieil homme brisé qui a tout perdu. Est-ce que je veux devenir comme lui, incapable de pardonner? Est-ce que je veux porter cette colère toute ma vie? Je l'ai serré dans mes bras. Fais ce qui est juste pour toi, ma chérie. Pas pour lui, pas pour moi, mais pour toi. Si tu as besoin de le rencontrer pour tourner la page, alors fais-le. Si tu préfères ne jamais le revoir, c'est ton droit aussi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Sophie a fini par accepter de voir Jean-Philippe. Ils se sont rencontrés dans un café neutre, loin de Lyon, loin de Paris. Elle m'a raconté ensuite que c'était étrange de voir cet homme diminué, vieilli, qui pleurait en la regardant. Il lui a dit qu'elle était belle, qu'elle ressemblait à sa mère. Il a essayé de s'expliquer, de se justifier, parlant de la pression de sa famille, de ses ambitions, de sa jeunesse. Sophie l'a écouté poliment mais sans lui accorder de pardon facile. Je ne peux pas effacer 50 ans d'absence en une conversation, lui a-t-elle dit. Mais je peux accepter de te voir occasionnellement, pour que tu me connaisses un peu. Pour que je te connaisse aussi. Pas comme un père, j'ai eu un père merveilleux qui m'a élevé. Mais comme l'homme qui m'a donné la vie. Jean-Philippe a accepté ces termes avec gratitude. Quant à moi, je n'ai jamais revu Jean-Philippe après ce jour au tribunal. Je n'en ressentais pas le besoin. Sophie me donnait parfois de ses nouvelles. Il vivait seul maintenant dans un petit appartement à Aix-en-Provence. Il avait pris sa retraite anticipée. Il voyait Sophie tous les 2 ou 3 mois. Il avait développé une relation difficile mais existante avec Sébastien. Antoine refusait toujours de lui parler. Claire le voyait par obligation pendant les fêtes. Sa vie, cette vie parfaite qu'il avait construite sur le mensonge, s'était effondrée. Certains pourraient dire que c'était une punition trop sévère pour des erreurs commises 50 ans plus tôt. Mais je ne ressentais ni satisfaction ni pitié. Juste une sorte d'indifférence paisible. Il avait fait ses choix, et maintenant il vivait avec les conséquences. Moi, je vivais enfin. Vraiment. Pour la première fois depuis mes 20 ans, je me sentais libre. Le poids du secret, de la honte, de la culpabilité avait disparu. Je pouvais parler de Sophie ouvertement, montrer ses photos, raconter son histoire. Je n'avais plus à cacher une partie de moi-même. J'ai même commencé à écrire. Pendant des années, j'avais enseigné la littérature sans jamais oser écrire moi-même. Mais maintenant, les mots coulaient. J'ai écrit mon histoire, celle de cette jeune fille de 20 ans trahie et brisée, celle de la femme de 70 ans qui avait trouvé le courage de se battre. Je l'ai écrite pour moi d'abord, pour mettre des mots sur 50 ans de douleur silencieuse.
Puis Sophie m'a encouragée à la publier. Le livre est sorti il y a quelques mois. La fille que j'ai abandonnée, un titre simple mais direct. Il a connu un succès inattendu. Tant de femmes m'ont écrit pour me raconter leurs propres histoires de trahison, d'abandon, de secrets enfouis. Des femmes de toutes les générations qui avaient vécu des expériences similaires et qui se sentaient moins seules en lisant mon récit. J'ai reçu des centaines de lettres. Des femmes de mon âge qui avaient aussi abandonné des enfants dans les années 60 et 70, forcées par les circonstances et la société. Des jeunes femmes qui avaient été trahies par des hommes qui leur avaient promis l'amour éternel avant de disparaître. Des mères qui culpabilisaient pour des choix qu'elles avaient dû faire. Toutes me remerciaient d'avoir osé parler, d'avoir brisé le silence. Certaines ont même retrouvé leurs enfants après avoir lu mon livre. Inspirées par mon histoire, elles ont fait des recherches, contacté des associations, utilisé les nouvelles lois sur l'accès aux origines. Et des retrouvailles ont eu lieu, belles ou douloureuses, mais toujours nécessaires. Le secret avait assez duré. Aujourd'hui, à 71 ans, je peux dire que je suis heureuse. Vraiment heureuse. J'ai mes enfants, mes petits-enfants. Sophie vient me voir régulièrement avec sa petite famille. Marc et Pauline passent tous les dimanches. Ma maison d'Uzès est toujours pleine de vie, de rires, de cris d'enfants qui jouent dans le jardin. J'y pense encore à cette jeune fille de 20 ans que j'étais, assise dans ce café pluvieux, le cœur brisé en 1000 morceaux. Si je pouvais lui parler maintenant, je lui dirais, tu vas souffrir. Tu vas croire que tu ne survivras pas. Tu vas porter cette douleur pendant 50 ans. Mais tu survivras. Tu seras plus forte que tu ne peux l'imaginer. Et un jour Sophie a levé les yeux vers moi et j'ai vu une détermination farouche dans son regard. Je vais le rencontrer, a-t-elle déclaré. J'ai protesté immédiatement. L'idée de confronter Jean-Philippe me terrifiait. Qu'est-ce que cela apporterait de bon? Il avait construit sa vie, nous avions survécu sans lui. Pourquoi rouvrir ces vieilles blessures? Mais Sophie a secoué la tête avec fermeté. Maman, cet homme a le droit de savoir que j'existe. Et j'ai le droit de le regarder dans les yeux et de lui dire exactement ce qu'il a fait. Pendant 50 ans, il a vécu sans conséquence. Il a rendu la justice à d'autres alors qu'il n'a jamais payé pour ce qu'il vous a fait, pour ce qu'il m'a fait. Elle avait raison, je le savais au fond de moi. Mais la peur était trop forte. Voir Jean-Philippe à nouveau, après tout ce temps, réveiller tous ces souvenirs douloureux que j'avais essayé d'enterrer. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Je ne suis pas assez forte. Sophie a pris mes mains dans les siennes. Alors je le ferai pour nous deux. Laisse-moi être ta force. Les semaines suivantes, Sophie a tenté de contacter Jean-Philippe de toutes les manières possibles. Elle lui a envoyé des lettres recommandées à son domicile personnel et au tribunal. Aucune réponse. Elle a essayé de l'appeler. Ses numéros semblaient toujours occupés ou tombaient sur des répondeurs. Elle a laissé des messages détaillés expliquant qui elle était, demandant un simple entretien. Silence radio. Elle a envoyé des emails. Pas de réponse. Elle a même essayé de le joindre via ses assistants au tribunal. On lui répondait invariablement que monsieur le juge Durand était occupé, qu'il ne pouvait pas la recevoir, qu'il fallait prendre rendez-vous par les voies officielles. Et elle la fuyait. Exactement comme il m'avait fui 50 ans plus tôt. Dès qu'il avait vu son nom dans les lettres, dès qu'il avait entendu les messages, il avait compris. Son passé revenait le hanter et il faisait ce qu'il avait toujours fait, il l'ignorait, espérant que le problème disparaîtrait de lui-même. Sophie devenait de plus en plus frustrée. Elle qui avait l'habitude de résoudre les problèmes, de négocier, de trouver des solutions, se heurtait à un mur d'indifférence. Un soir, elle m'a appelée, la voix vibrante de colère contenue. Il refuse même de me parler. Il me traite exactement comme il t'a traité. Comme si nous n'existions pas. Comme si nous n'étions rien. C'est alors qu'elle a eu une idée. Si Jean-Philippe refusait de la voir en privé, elle le confronterait en public. Elle a consulté le planning des audiences publiques du tribunal de grande instance de Lyon. Jean-Philippe présidait une affaire de divorce ce mardi matin à 10h. Une affaire banale, un couple qui se séparait après 20 ans de mariage, une question de partage de biens. Rien de confidentiel, rien de secret. Une audience publique où n'importe qui pouvait entrer et assister. Sophie m'a appelé et m'a exposé son plan. Nous allons y aller.
Toi et moi. Nous allons entrer dans cette salle d'audience pendant qu'il préside. Devant tous les avocats, les greffiers, les témoins. Il ne pourra pas s'échapper. Il ne pourra pas nous ignorer. Il devra nous faire face. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Je ne peux pas, Sophie. Je ne peux vraiment pas, ma voix tremblait. L'idée de revoir Jean-Philippe était déjà terrifiante, mais le faire devant témoin, pendant qu'il exerçait ses fonctions, c'était au-delà de mes forces. Mais Sophie a insisté, avec la ténacité qu'elle avait héritée de moi, même si nous avions été séparés toutes ces années. Maman, écoute-moi. Tu as souffert pendant 50 ans à cause de lui. 50 ans de silence, de honte, de douleur. Tu as porté ce fardeau seul parce qu'il t'avait menacé, parce qu'il t'avait fait peur, parce que la société te condamnait. Mais les temps ont changé. Tu n'as plus à avoir honte. C'est lui qui devrait avoir honte. Et il est temps qu'il paie pour ce qu'il a fait. Pas avec de l'argent, nous n'en avons pas besoin. Mais avec la vérité. La vérité exposée au grand jour. J'ai pleuré au téléphone. Une partie de moi voulait désespérément faire ce que Sophie proposait. Affronter Jean-Philippe, lui montrer que je n'étais pas morte, que j'avais survécu, que notre fille était magnifique et accomplie. Lui faire voir tout ce qu'il avait manqué par sa lâcheté. Mais l'autre partie, celle qui était restée figée à 20 ans, terrifiée et brisée, voulait fuir, se cacher, ne jamais le revoir. Sophie a continué doucement, je comprends ta peur. Vraiment. Mais je serai là avec toi. Je ne te laisserai pas seule une seconde. Et pense à toutes ces autres femmes qui ont vécu la même chose que toi. Qui ont été abandonnées, trahies, forcées à abandonner leurs enfants. Nous pouvons faire ça pour elles aussi. Montrer qu'on peut se battre, même 50 ans après. Qu'il n'est jamais trop tard pour réclamer justice. Ces mots ont trouvé un écho en moi. J'ai pensé à toutes mes anciennes élèves qui m'avaient confié leurs histoires de cœurs brisés, de trahison, d'hommes qui les avaient utilisés puis jetés. J'ai pensé à cette société qui condamnait toujours les femmes mais excusait les hommes. J'ai pensé à cette jeune fille de 20 ans que j'avais été, seule et désespérée dans ce café pluvieux, à qui on avait volé son avenir. D'accord, ai-je finalement murmuré. Je le ferai. Pour toi. Pour nous. Pour toutes les autres. Sophie a poussé un soupir de soulagement. Merci, maman. Je suis si fière de toi. Les jours précédant notre confrontation avec Jean-Philippe ont été les plus angoissants de ma vie. Je ne dormais presque plus, me réveillant en sueur au milieu de la nuit, le cœur battant. Je répétais dans ma tête ce que je lui dirais, mais les mots semés, je n'oublierai jamais ce moment. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon sac à main en cuir noir, celui que ma petite fille Léa m'avait offert pour mon 70e anniversaire. 70 ans d'une vie rangée, respectable, sans histoire, et voilà que je me retrouvais devant les portes massives du tribunal de Lyon, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il explose dans ma poitrine. Jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé finir mes jours dans un endroit pareil. Moi, Marguerite Leblanc, professeure de littérature à la retraite, veuve irréprochable, grand-mère de 4 petits-enfants adorables qui m'appellent Mamie Margot. Pourtant, j'étais là, ce matin glacial de février, et ce qui allait se passer dans les minutes suivantes allait changer ma vie à jamais. Le bâtiment se dressait devant moi comme une forteresse impénétrable. Ses colonnes néoclassiques, sa façade austère, tout dans son architecture semblait conçu pour intimider. J'ai respiré profondément, sentant l'air froid de l'hiver brûler mes poumons. À mes côtés se tenait Sophie, ma fille. Ma fille que j'avais abandonnée 50 ans plus tôt. Ma fille qui était revenue dans ma vie il y a 6 mois comme un miracle que je n'osais plus espérer. Elle a serré ma main dans la sienne et m'a souri avec une assurance que je lui enviais. Elle était avocate, habituée à ces lieux de justice. Moi, je n'étais qu'une vieille femme terrifiée à l'idée de revoir l'homme qui avait détruit ma jeunesse. Quand j'ai poussé la lourde porte de la salle d'audience, un silence de mort s'est abattu sur l'assistance. Le bruit de mes talons sur le parquet ciré résonnait comme des coups de marteau. Tous les regards se sont tournés vers moi. Les avocats en robe noire, les greffiers penchés sur leurs ordinateurs, les quelques spectateurs dispersés dans les travées. Mais ce n'était rien comparé à la réaction du juge. Son visage est devenu livide, d'un blanc crayeux qui contrastait violemment avec sa robe rouge.
Ses yeux se sont écarquillés comme s'il venait de voir un fantôme surgir des profondeurs de son passé. Il s'est levé brusquement, renversant presque son verre d'eau qui a vacillé dangereusement sur le bord de son bureau avant de se stabiliser. Et il a crié d'une voix étranglée, une voix qui trahissait une terreur viscérale. « Que faites-vous ici ?» Ce n'était pas une question professionnelle, détachée, comme celle qu'un magistrat poserait normalement à une personne qui entre dans sa salle d'audience. Non. C'était un cri de pure terreur. Un cri qui venait du plus profond de son être. Un cri qui trahissait un secret enfoui depuis des décennies, un secret inavouable qu'il avait cru à jamais enterrer. Un secret que j'étais venu déterrer ce jour-là, sous les yeux de tous ces témoins qui ne comprenaient pas encore ce qui se jouait devant eux. Mes jambes ont failli me lâcher sous le poids de l'émotion. 50 ans. 50 ans que je n'avais pas vu cet homme. 50 ans que je vivais avec le poids de ce qu'il m'avait fait. Et voilà qu'il se tenait devant moi, vieilli, les cheveux grisonnants, des rides profondes creusant son visage autrefois si séduisant. Mais je me suis accrochée au dossier d'une chaise, refusant de montrer la moindre faiblesse. Tout le monde attendait ma réponse. Les avocats avaient cessé de feuilleter leur dossier. Les greffiers avaient les doigts suspendus au-dessus de leur clavier. Les spectateurs retenaient leur souffle. Mais surtout lui. Lui, avec son visage que je n'avais pas vu depuis 50 ans. Lui, que j'avais aimé plus que tout au monde. Lui, qui m'avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit. Jean-Philippe Durand. Mon premier amour. L'homme qui avait détruit ma vie avant même qu'elle ne commence vraiment. Dis-nous dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Et si cette histoire te touche déjà, abonne-toi maintenant à notre chaîne. Clique sur le bouton rouge et active la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires bouleversantes. Nous publions chaque semaine des récits qui changent des vies, et celui-ci ne fait que commencer. Ne rate surtout pas la suite, elle va te laisser sans voix. Abonne-toi maintenant, tu ne le regretteras pas. Cette histoire va te bouleverser jusqu'à la dernière seconde. Tout avait commencé en 1975. J'avais 20 ans, l'âge de tous les possibles, de tous les rêves. J'étais jeune, belle selon les critères de l'époque, avec mes longs cheveux châtains qui descendaient jusqu'au milieu du dos et mes yeux noisettes que ma mère disait expressifs. Mais surtout, j'étais naïve. Terriblement, dangereusement naïve. Je venais d'entrer à l'université de Bordeaux pour étudier la littérature française. C'était mon rêve depuis toujours, depuis que j'avais découvert Madame Bovary à 14 ans dans la bibliothèque municipale de Limoges. Mes parents, des commerçants modestes qui tenaient une mercerie sur la place principale, avaient économisé sou par sou pendant des années pour m'offrir cette chance. Ils se privaient de tout, refusaient de partir en vacances, portaient les mêmes vêtements année après année, tout cela pour que leur fille unique puisse accéder à l'enseignement supérieur. J'étais leur fierté, leur unique enfant, celle qui allait s'élever au-dessus de leurs conditions modestes, celle qui porterait le nom des Leblanc-Vert des sommets qu'ils n'avaient jamais pu atteindre. Je ne devais pas les décevoir. Cette responsabilité pesait sur mes épaules comme un fardeau invisible mais omniprésent. Puis, lors de la 2e semaine de cours, j'ai rencontré Jean-Philippe. Je me souviens exactement du moment. C'était un mardi après-midi, il faisait un soleil éclatant, et je sortais de mon cours de littérature du 19e siècle. J'avais les bras chargés de livres, bien trop de livres, et je cherchais désespérément un banc libre dans la cour de l'université pour m'installer et prendre des notes. C'est là qu'il m'a abordé. Il portait un costume 3 pièces impeccablement coupé, ce qui était inhabituel parmi les étudiants qui préféraient les jeans et les chemises décontractées. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés en arrière, brillants de gel. Il avait un sourire éblouissant, avec des dents parfaitement alignées qui contrastaient avec son teint légèrement hâlé. Et ses yeux. Mon Dieu, ses yeux. D'un noir profond, presque hypnotique, qui semblait voir à travers vous. Elle m'a proposé de m'aider à porter mes livres. J'ai refusé poliment, mais il a insisté avec un charme auquel il était impossible de résister. Nous avons marché ensemble jusqu'à un banc ombragé près de la fontaine, et nous avons commencé à parler. Il était étudiant en droit, 2 ans plus âgé que moi, déjà en 3e année. Il venait d'une famille bordelaise aisée, son père était notaire, sa mère ne travaillait pas. Il avait grandi dans une belle maison du quartier des Chartrons, avec vue sur la Garonne. Il avait voyagé en Italie, en Espagne, en Angleterre. Il parlait 3 langues couramment.
Il était l'opposé exact de tout ce que je connaissais, et peut-être était-ce précisément pour cela qu'il m'attirait tant point et elle était promis à un avenir brillant, cela se voyait dans sa façon de se tenir, de parler, de regarder le monde. Il avait cette assurance naturelle des gens qui n'ont jamais douté de leur place dans la société. Pourtant, ce jour-là, il m'a dit que je l'intriguais. Que j'avais quelque chose de différent, une profondeur que les autres filles du campus n'avaient pas. Il aimait le fait que j'étudiais la littérature, que je pouvais parler pendant des heures de Baudelaire, de Flaubert, de Zola, de tous ces écrivains qui peuplaient mes journées et mes nuits. Il disait que j'avais une sensibilité rare, une capacité à comprendre les nuances de l'âme humaine que ses camarades de droit, obsédés par les codes et les articles de loi, ne possédaient pas. Nous nous sommes revus le lendemain. Puis le jour suivant. Et très vite, nous sommes devenus inséparables. Nous nous retrouvions entre les cours, assis sur les bancs du jardin public, main dans la main comme si nous étions les deux seules personnes au monde. Il m'écoutait parler de mes lectures avec une attention que personne ne m'avait jamais accordée. Il me posait des questions intelligentes, me poussait à approfondir mes analyses. Avec lui, je me sentais brillante, intéressante, importante. Il me regardait comme si j'étais le trésor le plus précieux du monde. Nous sommes tombés amoureux éperdument, follement, avec cette intensité dévorante qui caractérise les premiers amours. C'était le genre d'amour qu'on lit dans les romans de George Sand ou de Stendhal, celui qui consume tout sur son passage, qui rend le reste du monde insignifiant. Nous passions nos journées ensemble, nous séchions parfois des cours pour rester dans les cafés à discuter jusqu'à la nuit tombée. Nous nous promenions le long de la Garonne pendant des heures, observant les bateaux glisser sur l'eau sombre, parlant de notre avenir avec une certitude absolue. Il me parlait de nos projets. Il disait qu'il deviendrait avocat d'abord, pour acquérir de l'expérience, puis qu'il passerait le concours de la magistrature pour devenir juge. C'était son ambition depuis l'enfance, disait-il. Rendre la justice, être du côté de la vérité et de l'équité. Et moi, je serais à ses côtés, sa muse, son inspiration, celle qui lui rappellerait l'importance de l'humanité dans un monde de lois froides. Nous nous marierions dès qu'il aurait terminé ses études. Nous aurions des enfants, au moins 3, peut-être 4. Une belle maison avec un jardin où nos enfants pourraient jouer. Une vie parfaite, harmonieuse, remplie d'amour et de littérature. J'y croyais de toute mon âme. Comment aurais-je pu ne pas y croire ? Il était tout pour moi. Mon premier amour, mon premier baiser volé sous les arcades de la place de la Bourse, mon premier tout. Je lui avais donné ma virginité une nuit de printemps dans une petite chambre qu'il louait près de la faculté. La pièce était modeste, avec un lit étroit, une armoire branlante et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure sombre. Mais cette nuit-là, elle m'avait semblé le plus beau palais du monde. J'avais pleuré de bonheur dans ses bras, persuadé que nous étions liés pour l'éternité, que ce moment scellait notre destin commun. Il m'avait promis qu'il prendrait soin de moi, toujours, quoi qu'il arrive. Qu'il ne me trahirait jamais. Qu'il m'aimait plus que la vie elle-même. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une mélodie divine. Les mois ont passé dans une bulle de félicité que rien ne semblait pouvoir percer. Nous étions ce couple que tout le monde enviait sur le campus. Mes amis me jalousaient ouvertement. Elles me demandaient comment j'avais fait pour séduire le plus beau parti de l'université. Ses camarades l'enviaient d'avoir conquis la jolie étudiante en lettres qui récitait du Rimbaud par cœur. Nous formions le couple parfait, du moins en apparence. Les professeurs nous souriaient quand ils nous voyaient ensemble. Les commerçants du quartier nous connaissaient et nous saluaient chaleureusement. Nous étions jeunes, beaux, amoureux. Nous avions tout l'avenir devant nous. Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, abonnez-vous à notre chaîne et attendez les prochaines vidéos, commentez de quelle ville vous venez, au revoir.